On se retrouve à 8h10 dans la matinale RCF pour l'interview du grand invité. Un mois après l'apparition en Chine des premiers malades de ce nouveau coronavirus, alors que le nombre de morts a dépassé les 400, que des milliers de personnes ont été contaminées en Chine et qu'une vingtaine de pays est aujourd'hui concernée. Ce matin, dans la matinale RCF, nous nous intéressons à cette épidémie et à la réaction de la communauté internationale. Notre grand invité est un médecin, épidémiologiste, chercheur, spécialiste de santé publique. Yves Charpak, bonjour. Bonjour. Votre expertise en matière de santé publique, vous l'avez exercée pendant 7 ans à l'OMS. Vous avez aussi dirigé les activités internationales de l'Institut Pasteur et vous avez également travaillé à l'établissement français du sang. Nous sommes donc particulièrement heureux de vous recevoir ce matin et intéressés d'écouter votre analyse de la situation actuelle. Alors, le nouveau coronavirus, il a été identifié le 7 janvier dernier par les autorités chinoises. Identifié, est-ce que cela veut dire pour autant qu'on connaît ce virus ? Alors c'est un virus d'une classe qu'on connaît, les coronavirus. C'est le rhume, par exemple. Et puis c'est aussi le virus le MERS-CoV. Ça, c'est plus inquiétant. Qui était plus inquiétant, qui ressurgit de temps en temps. Et puis voilà, c'est un virus, comme il y en a des centaines en circulation un peu partout. Ce qui est inquiétant, ce qui est évidemment inquiétant, c'est que le réservoir de virus est illimité dans le monde et donc on n'a pas fini de voir des crises liées à l'apparition de certains virus. Heureusement, le monde est beaucoup mieux préparé qu'il n'était, par exemple, il y a 20 ans, quand a eu lieu, pas tout à fait 20 ans, quand a eu lieu la crise du SRAS, qui avait démarré en Chine et qui a conduit à avoir des malades au Vietnam, à Hong Kong et au Canada. Mieux préparé, mais je crois qu'aujourd'hui on a dépassé le nombre de morts que le nombre de morts du SRAS. Oui, mais on est mieux préparé pour détecter ce qui se passe immédiatement, pour réagir. La Chine a réagi très 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 vite et elle a aujourd'hui des moyens qui sont incomparables par rapport à ce qu'elle avait à l'époque. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vrai système de surveillance. Et d'ailleurs, c'est à la suite de cette crise du SRAS et puis de la grippe aviaire aussi, que les États membres de l'OMS, c'est-à-dire des Nations Unies, ont demandé à l'OMS de réviser ce qui s'appelle le règlement sanitaire international, qui est en fait une loi, c'est un outil réglementaire pour se mettre en commun les moyens pour se préparer aux crises, pour être capable d'alerter très très rapidement et pour prendre des décisions communes au moment où on décide qu'il y a une crise qui est de caractère international. Pour vous, quelle est la nature de cette épidémie à laquelle nous faisons face aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Écoutez, alors là, vraiment, je sais pas. Et justement, tout le monde travaille là-dessus. Il y a des incertitudes quand un virus nouveau se manifeste. Alors, c'est un virus respiratoire. On va tousser, avoir de la fièvre. Et puis, il y a des cas très graves et d'autres qui sont beaucoup moins graves. Et donc, tous ces paramètres qui font la diffusion d'une épidémie, qui font que ça va aller plus ou moins vite, que des gens vont mourir plus ou moins, qu'on aura du mal à soigner. C'est des paramètres nouveaux pour chaque virus. Donc on est en train de les analyser. Il faut qu'on soit patient et qu'on accepte qu'on ne peut pas tout savoir pour le moment sur ce virus. Exactement. Personne ne sait tout immédiatement. Alors il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et qui définissent par exemple ce qu'est ce que sont les paramètres de la transmission du virus, c'est-à-dire comment ça se transmet, à quelle distance, quel temps d'incubation, pour savoir combien de temps il faut laisser des gens en quarantaine, par exemple, quelle gravité de la maladie en général, quelle gravité pour certains qui sont plutôt éventuellement déjà fragilisés par des maladies, ou les plus jeunes, etc. Tout ça, c'est en cours d'analyse. Et personnellement, je ne travaille pas précisément sur ce sujet. Je voudrais qu'on revienne sur la réaction de la Chine. Vous avez dit que la Chine avait énormément progressé. La Chine est vraiment à la hauteur de ce défi parce qu'on sent que l'unanimité est en train de se fendiller. Oui, mais alors vous savez, l'unanimité, d'abord, ça n'existe pas, et on reproche aux autres ce qu'on n'est pas capable de faire en général. Donc je dirais, aujourd'hui, la Chine a donné un exemple de réaction
rapide. Alors peut-être il y a des gens qui disent ça aurait pu être un tout petit peu avant. Je suis un peu surpris de la date de la découverte du 7 janvier parce qu'il me semble qu'on parlait déjà du coronavirus un petit peu avant et de l'apparition de ce coronavirus en Chine un peu plus tôt. Et voilà, donc encore une fois, j'ai pas de... on reproche à la Chine presque d'en faire trop dans certains cas, c'est-à-dire on va dire pourquoi la mise en quarantaine de toutes ces villes, etc. Et probablement, personne ne sait ce qu'il faudrait faire. En tout cas, ils ont une action collective extrêmement impressionnante et la capacité de mettre en œuvre cette action en fermant des villes, en mettant les gens en quarantaine chez eux, Alors, est-ce qu'ils les informent assez ? Est-ce que tous les outils sont là ? J'étais un peu surpris qu'on aille rechercher que chaque pays Alors on va ait revenir envie. sur la France. On va revenir sur la France. Je voudrais qu'on continue. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du premier décès constaté hors de Chine ? C'est aux Philippines. Écoutez, je vais dire quelque chose d'un peu brutal. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de décès hors de Chine. Donc, il faut s'inquiéter et en même temps, on ne sait pas, on n'a pas tous les paramètres. Probablement, on assiste qu'au début de quelque chose. Et avec un peu de chance, espérons que les mesures qui sont prises vont faire que l'épidémie ne va pas exploser partout dans le monde. Pour l'instant, on est plutôt dans une phase de croissance. Alors justement, comment on arrête une épidémie comme celle-là ? Et est-ce qu'on sait à quel moment de l'épidémie on se trouve ? Est-ce qu'on est au début, au milieu, près de la fin ? On ne sait pas ? On ne sait pas. On ne sait pas. Les crises successives font que... On ne sait pas à quoi attribuer la fin d'une épidémie. Est-ce que c'est toutes les mesures qu'on prend et prendre des mesures d'isolement, mettre des protections, ce qu'on ne sait pas faire, par exemple, encore une fois, je reviens à la grippe saisonnière qui tue 10 000 personnes par an peut-être dans un pays comme la France. On prend sans doute pas toutes les mesures qu'il faudrait, c'est-à-dire, alors je parle même pas de la vaccination, mais je parle des masques, des gants, des mesures d'hygiène, de rester chez soi. Donc chaque personne qui est malade transmet à tous les autres et on dit c'est la vie. Mais je reviens, comment est-ce qu'on arrête une épidémie ? Justement, comment est-ce que ça s'arrête ? justement, c'est pas une mesure, c'est toutes les mesures qui sont prises. Par exemple, je reviens à ces mesures d'hygiène qui sont des mesures d'une certaine façon de bon sens. J'ai entendu des autorités nationales dire que les masques ne servaient à rien. J'ai évoqué ça avec un spécialiste de l'infectiologie qui m'a rayonné en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Un masque, pour un virus respiratoire, ça protège des postillons, du passage du virus d'une personne à l'autre, mais ça ne protège pas complètement. Il y a aussi les mains, il y a les yeux... Tout ça n'est pas très bien exploré, pas très bien connu. Et les chercheurs, ils s'intéressent plus au virus et à trouver des choses très très nouvelles sur des virus qu'à faire de la recherche sur, par exemple, l'hygiène et la prévention au quotidien. C'est moins prestigieux, ça ? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors, si on parle de la recherche, il y a une coordination internationale pour la recherche ? Comment ça se passe ? Alors la recherche, c'est quand même c'est un chacun vivier. Oui, mais c'est un vivier très très compétitif de gens qui cherchent. Donc quand il y a quelque chose à chercher, en général, tout le monde fonce dessus. Donc là, on travaille sur les vaccins, sur à peu près, c'est quand même sur à peu près tout, à part l'hygiène, je vous dis, qui est pas très alléchante, mais il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus. Les chercheurs, c'est une communauté internationale. Ça circule, l'information circule. Il n'y a pas de patriotisme Il y en a, évidemment. Il y a des menaces qui sont liées au souhait de la protection intellectuelle, en disant on ne va pas le dire parce qu'on risque de se faire voler nos recherches, etc. Mais quand même, dans l'ensemble, les résultats de la recherche et de la production de la recherche, c'est international. Les chercheurs se connaissent bien d'un pays à l'autre. Ça circule. Quel est le rôle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans cette affaire ? Alors l'OMS, juste un mot quand même. L'OMS, il y a 10 000 salariés dans le monde entier, 10 000 employés. C'est l'équivalent de l'établissement français du sang où je travaillais en France. C'est-à-dire que c'est tout petit ? C'est tout petit, pour le monde entier. C'est un budget qui est celui d'un petit centre hospitalier universitaire français.
C'est pas grand-chose pour le monde entier quand même. Donc on ne peut pas tout attendre de l'OMS. Après, c'est une organisation qui est gouvernée par ses États membres, qui est en relation en particulier avec les ministres de la Santé et tous les décideurs de la santé. Donc ça donne une force très importante pour discuter de ce qu'on peut faire en commun. Et justement, ce règlement sanitaire international qui a été mis en place et donc validé en 2005 par l'Assemblée mondiale de l'OMS, c'est l'idée que quand quelque chose se passe qui a un caractère un peu international, tout le monde doit se mettre en commun, prendre des décisions en commun. Et puis, entre-temps, on se prépare. On se prépare pour la prochaine. On met en place des outils aux frontières, dans les laboratoires. Il y a des protocoles qui sont décidés au niveau de l'OMS sur que faire quand on découvre un virus ou quand il y a une épidémie qui commence? Alors, il y a des protocoles, il y a des pré-protocoles, mais il y a surtout le fait que dans ce cas-là, il y a des comités d'experts, dont le comité d'experts du règlement sanitaire international, qui se réunissent et qui disent voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on doit faire à tout prix, sur les transports, sur les quarantaines, sur la mise en commun de traitements, d'outils de diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Et les pays, pour beaucoup de pays, au moment du règlement sanitaire international, j'insiste là-dessus, il y a des pays qui ont eu peur d'une perte de souveraineté, parce que ça veut dire on se met en commun et après on applique les règles que tout le monde a décidées en commun. Et c'est souvent difficile à accepter, encore aujourd'hui, pour la plupart des pays. Oui, parce que, à vous entendre, c'est dans le meilleur des mondes possible, parce que est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence de la géopolitique, des tensions internationales? On sait ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que ça n'interfère pas? Alors, je vais vous dire sûrement, mais là, je ne suis pas dans le secret des dieux pour cette affaire-là. Je voudrais, Yves Charpak, qu'on parle de la France maintenant. Est-ce qu'il fallait rapatrier les Français de Chine, comme on l'a fait pour certains d'entre eux? Alors, je vais vous dire, c'est pas une mesure de santé publique en tout cas. Donc, comme médecin c'est du câlinage, de santé publique, oui, c'est de la diplomatie nationale, c'est de l'information. D'autres pays l'ont fait, donc on dit on va aller chercher nos ressortissants. C'est peut-être sympa pour eux, peut-être pas, je sais pas. C'est ceux qui étaient volontaires, oui. Est-ce que tout le monde était volontaire pour rentrer? Probablement. Il y en a d'autres qui restent sur place. La Chine, alors c'est quand même une forme de négation de ce que fait la Chine, parce que c'est de dire ils vont pas être capables de traiter correctement nos ressortissants, alors qu'ils ont mis en place des mesures pour protéger les citoyens. Donc diplomatiquement, c'est peut-être délicat. Alors, je trouve que c'est délicat, personnellement. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas diplomate. Mais en termes de santé publique, c'est une mesure que je trouve qui pourrait être contre-productive. C'est-à-dire ça consiste aussi à faire circuler des gens qui sont en quarantaine, donc potentiellement porteurs d'un virus. Alors on vérifie, on les teste, etc. Mais c'est pas une mesure qui protège la santé des citoyens du monde. C'est une mesure destinée à quelques ressortissants de chaque pays pour les ramener chez eux. Est-ce que la France, on a parlé de la Chine, on a parlé de la communauté internationale, mais est-ce que la France, précisément, est-ce que notre pays est préparé à ce genre d'épidémie ? On est quand même bien préparé. La France, elle s'est préparée dans le cadre du règlement sanitaire international comme tous les pays, et même plus que les autres. La France, il y a un centre à Lyon de l'OMS qui est financé par la France, dont on n'entend pas beaucoup parler, d'ailleurs je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui fait la formation de tous les professionnels qui doivent réagir en cas d'alerte sanitaire internationale dans le monde entier, et en particulier dans les pays les plus en difficulté. Donc on est un peu en pointe là-dessus, sur la préparation. On a des hôpitaux qui sont prêts à accueillir des patients qu'il faut mettre en isolement. Est-ce qu'on en a assez s'il y a une très très grosse crise? Ça, c'est une autre question. Pour l'instant, et en même temps, vous évoquiez les masques tout à l'heure. On sait que les pharmaciens font face à une sorte de pénurie de masques. Là, on a oublié quelque chose probablement, qui est de se dire, on était prêt on a acheté massivement des masques dans les hôpitaux et dans les pharmacies pour la grippe H1N1. Et puis on a oublié de renouveler les stocks. Aujourd'hui, on n'a pas vécu, on s'est pas préparé de ce point de vue-là. Alors bon, il y a des masques qui sont en stock, qui sont périmés.
Mais la date de péremption n'est peut-être pas très grave. Ouais. Personnellement, je l'utiliserais sans hésiter si l'occasion se présentait. Mais c'est un petit déficit de préparation. Oui. Finalement, est-ce que le plus difficile dans cette affaire n'est pas de gérer la communication et le degré d'incertitude qu'on a sur ce virus et l'épidémie ? Écoutez, sur l'explication, sur le degré d'incertitude, je suis d'accord. Mais gérer la communication, non, parce que moi j'ai tendance à penser qu'on fait trop de communication. On parle trop ? Et qu'on ne fait pas assez. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est de faire de la communication et pas tellement, pour finir, une fois qu'on a fait la communication, on peut oublier ce qui a été dit. Donc j'ai envie de dire non, il n'y a pas forcément trop de communication. On risque pas d'alimenter une forme de psychose ? Si on parle pas si dans une crise on raconte pas aux citoyens ce qui se passe, c'est un petit peu embêtant. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mieux expliqué, même à des professionnels comme je suis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé que c'est une crise internationale plus rapidement ? Moi, j'étais en Thaïlande au début du mois de janvier. Sont arrivés les premiers cas pendant que j'étais là-bas, en Thaïlande. Donc pour moi, c'est une crise qui était déjà internationale, d'autant plus que la Chine, c'est pas vraiment un pays, c'est un continent. Chaque agglomération chinoise, c'est un pays européen quasiment. Donc, là, on a tardé. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas dit plus vite que c'était une crise probablement internationale. Merci beaucoup Yves Charpak d'être venu ce matin dans la matinale RCF pour nous parler de ce coronavirus et nous rappeler que les masques peuvent être utiles contrairement à ce qu'on peut entendre. Merci. Merci.